Vox Feminarum, puisque les femmes ont tant à partager. Marlène, bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour le podcast Vox Feminarum. Bonjour Coraline. Je voulais commencer en te remerciant infiniment de me donner la parole. Franchement, ça me touche vraiment beaucoup parce que déjà, les précédents podcasts que tu as fait, les gens sont juste brillants, toutes les personnes que tu as reçues, etc. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Mais merci pour ta confiance. Alors, je me permettrai juste de te répondre que tu as toi aussi, comme toutes les femmes, ta brillance et ta douance, et que je pense qu'on a toutes des choses à exprimer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est ici, toi et moi, pour parler de plusieurs sujets qui nous intéressent. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de répondre à ce podcast et à cette invitation ? Tu m'as demandé d'intervenir sur un sujet bien particulier. Est-ce qu'on se lance là-dessus tout de suite ? Ok. Parce que c'est un sujet qui me tient évidemment à cœur, puisque je suis concernée, je l'ai vécu. Donc, on va parler, attention, trigger warning, de violences sexuelles. Et que quand il y a eu MeToo en 2018, moi, ça m'a beaucoup aidé à prendre la parole. Et maintenant que je suis capable de parler de ce qui m'est arrivé, l'idée, c'est de pouvoir aussi, à ma modeste hauteur, pouvoir apporter un témoignage. Et si ça peut aider une personne, c'est vraiment ça l'idée. Je considère que le privé est politique. Et donc, c'est la deuxième raison, c'est il faut en parler, parce que le tabou ne sert que les puissants et les riches. Et donc, voilà, et favorise les systèmes d'oppression. Et typiquement, moi, je n'ai pas parlé pendant très longtemps, parce qu'on était dans le tabou infini. Et c'est mon troisième point, c'est que, je ne sais pas si c'est le tabou dans le tabou, mais ce qui m'est arrivé, c'est donc j'ai été violée quand j'étais enfant, et j'ai été violée par un enfant. Et ça, on n'en parle pas. Dans tous les MeToo que j'ai pu entendre, j'ai entendu les effets qui, moi, étaient les mêmes. Et du coup, j'ai quand même un petit peu préparé. J'ai un témoignage qui était paru sur Slate, et c'était Titiou Lecoq qui l'avait relayé, d'une jeune femme qui était en Australie et qui a été violée. Donc, elle était étudiante, et donc elle raconte son témoignage. Et en le lisant, je me dis que tout ce qui lui est arrivé à elle m'est arrivé à moi dans les ressentis. Tu vois, j'ai noté quelque chose au début que ça me le faisait beaucoup. Elle dit si j'ai une discussion avec quelqu'un et que je ne lui dis pas ce qui m'est arrivé, j'ai l'impression d'omettre, de mentir par omission. Et ça m'a longtemps fait cet effet-là, de me dire, mais là, je suis en train de te parler, même si on est en train de parler de peinture chez toi, il faut que je te dise que j'ai été violée. Parce que c'était tellement une partie de moi qui prenait beaucoup de place à un moment. Donc, je me suis beaucoup reconnue dans ce témoignage-là, dans la difficulté à se reconstruire dont elle parle, dans la peur de se faire juger. Et quand t'es violée enfant par un enfant, moi, j'ai eu un problème de légitimité très longtemps. De me dire, j'ai pas compris, c'était des jeux d'enfants. J'ai mal interprété. Est-ce qu'on peut dire quel âge tu as aujourd'hui ? Oui, j'ai 39 ans. Ok. Les faits, ils ont eu lieu entre quelle période à peu près ? J'avais 7 ans. Ok. C'est arrivé 3 ou 4 fois. À 2 endroits différents. C'est arrivé chez moi et c'est arrivé chez lui. Voilà. Et je te pose la question, peut-être pour préciser un peu, mais tu penses que tu as pris conscience, alors qu'est-ce que c'est la conscience, véritablement de ce que tu as vécu ? Tu avais quel âge ? Alors, sur le moment, donc, je ne prends pas conscience du tout et direct, je fais un déni. Okay. Je fais un déni jusqu'à mon arrivée au collège,
où tu commences à avoir un rapport à la sexualité, où moi je comprends qu'il m'est arrivé un truc en fait 4-5 ans auparavant, et je comprends que c'est pas normal, je comprends que c'est un viol, mais à ce moment-là, donc c'est il y a 28 ans, on n'en parle pas. Je sais pas à qui en parler. J'essaye d'en parler à des amis dans ma classe, mais j'en parle pas bien, même si c'est pas un jugement, mais probablement que je sais pas comment l'exprimer. Enfin, c'est tellement flou dans ma tête que l'expression de ça est très compliquée. Forcément, quand t'es pas aligné pour dire quelque chose, ça se retourne contre toi. Donc j'en ai une qui un jour me dit si tu fais ça, je raconte ton secret. Ok. Mais je lui en veux pas, parce que je sais pas comment j'aurais réagi si moi on m'avait dit ça à l'inverse. Parce qu'elle a probablement elle-même aussi été démunie. Et c'est pour ça que je parle, parce qu'en fait, je pense que tout le monde est démuni sur ces sujets-là, et d'autant plus il y a une trentaine d'années. Et donc, je savais pas ça, mais je fais un deuxième déni. Et c'est pareil, dans ma légitimité, je me dis, ouais, d'accord, en fait, c'est remonté à ta conscience, puis après, t'as refait un déni. T'es pas normal, tu vois. Et en fait, oui. Non seulement t'as été victime, mais en plus, tu te sens coupable d'être victime. Oui, en tout cas, ça n'a pas sa place. Donc, comme ce qui m'assaille comme pensée, c'est très violent dans ces moments-là, je refais un deuxième déni. Mais là, un déni conscient. Je me dis, il faut que tu l'enfouisses, puisque c'est ressorti, il faut que ça reparte là d'où ça vient, il faut que tu réenfouisses. Et ça, c'est en ayant des lectures et en écoutant des podcasts que j'ai entendu. En fait, c'est pas qu'à moi que c'est arrivé, le deuxième déni. Ça arrive à plein de monde. Et ça, je pense que moi, ça m'a aidé de l'entendre, de me dire que c'était normal. Et donc là, je repars pour un déni et j'apprends, en fait, j'apprends quand les idées m'assaillent à penser à autre chose, à être dans l'instant présent. Tu vois, là, il y a toi et moi. Si ça m'assaillait à l'époque, je me serais dit, bon, bah là, il y a la porte, elle est bleu turquoise. T'es sûr que c'est un bleu turquoise? Est-ce que c'est pas un peu du vert? Est-ce que c'est pas machin? Tu vois, à vraiment m'entraîner à être sur un truc hyper concret. Et paf, comme ça a super bien fonctionné. Et paf, redéni. Et on repart jusqu'à mes 32 ans, là, par contre. Jusqu'à 2018, justement. Et comment ça ressort en 2018 c'est que, justement, pendant toutes ces années, pour refaire un déni, je suis obligée, pour m'endormir le soir, d'écouter la radio, dans un premier temps, et après, quand je deviens adulte, la télé. Parce que j'ai été élevée de manière plutôt stricte. T'écoutes pas la radio pour t'endormir, t'as certainement pas la télé dans ta chambre, mais moi, le soir, c'était horrible, parce que les souvenirs me remontaient. Et donc, j'avais vraiment besoin d'avoir la radio pour avoir ce truc très présent, pour me concentrer dessus et pas penser et pouvoir m'endormir. Et ça, jusqu'au début avril de 2018, un soir, je sais pas, mon corps, mon esprit me dit « Arrête, coupe la télé pour ce soir, t'en as pas besoin. » Et je m'écoute. Et le lendemain, je me réveille et j'ai plein de fourmis dans le corps. Il est 6h30 du mat', c'est un samedi matin. Et là, j'arrive à me confronter à ces souvenirs que j'ai planqués pendant tout ce temps-là. Wow. Et je me dis, si c'est la seule fois où tu y arrives. Donc, quelque part, tu as du conscient et de l'inconscient. Parce que je me dis, si c'est la seule fois où tu arrives à le faire, écris. Et donc, je prends mon ordi et j'écris. J'écris. Alors, il y avait encore un peu de boulot parce que j'écris, c'est l'histoire d'un viol qui n'en est pas un. Donc, tu vois, encore ce truc de légitimité. Et comme c'était un enfant, donc lui, il avait 11 ans. Mon agresseur, il a 11 ans. J'avais un problème de me dire, mais t'as pas compris, en fait. C'était des jeux d'enfants. Bon, et bref, j'écris. Et une fois que c'était sorti, en fait, après, ça n'a pas arrêté de sortir. Quand tu dis que ça n'a pas arrêté de sortir, c'est-à-dire que c'est le moment où tu as continué à écrire et où à parler? À parler surtout, en fait. J'en ai parlé à une de mes meilleures amies, à Roxane. Je l'ai fait lire à mon psy, parce que j'ai quand même déjà un psy. Je l'ai fait lire, je sais plus, je l'ai dû lire à 4 ou 5 personnes. Mais au moins, c'était sorti de moi. Il y avait un accueil, on m'a cru tout de suite. Je donnais pas forcément le détail de l'âge de mon agresseur à ce moment-là, par contre. Parce que pas encore légitime. Je m'assumais pas en tant que victime, en fait, encore. Je me disais, mais non, je suis en train de voler le truc des filles qui ont vraiment été violées. Toi, tu l'as vécu comme un viol, mais c'était des jeux d'enfants. Et puis, je tombe pendant le Covid sur un article de Marie Romero.
Merci Marie Romero. Je lui ai écrit un mail après ça pour la remercier. Donc c'est quelqu'un qui est docteur en sociologie, qui travaille j'ai noté à l'EHESS, et qui fait beaucoup de recherches sur les violences sexuelles et notamment sur mineurs, parce que comme c'est un sujet tabou dans le tabou, il n'y a pas de littérature. Il n'y a rien. Dans les MeToo, on en parle, mais très très peu. Il faut aller vraiment chercher l'info. J'ai entendu une fois dans un podcast Muriel Saporta en parler, mais c'est tout. Une fois. Donc c'est dur aussi même si tu vois bien que tout est ressenti, tes impacts, la honte, la culpabilité, le manque de légitimité, le je vais pas être cru, enfin tout. J'entends pas mon histoire autour de moi. Et je lis Muriel Saporta, je lis Marie Romero, qui a un article de recherche sur des agresseurs sexuels mineurs. Et ce que je lis, c'est enfin mon histoire. Et je pleure à chaque ligne de cet article de recherche qui n'est pas du tout une histoire qu'elle raconte. Et je pleure, mais de joie. Et je la remercie. J'ai mis des heures à le lire parce que je pleurais à chaque fois. Mais je prenais le temps de pleurer, de dire, putain, il y a quelqu'un qui parle vraiment de moi, quoi. Et où elle t'explique qu'en fait, quand t'es enfant, de toute façon, c'est forcément quelqu'un que tu connais. À 7 ans... Voilà, c'est forcément quelqu'un de ton entourage proche. Que oui, on peut être violeur à 11 ans. Que oui. C'est pas... et tu vois, même quand je le dis encore aujourd'hui, les gens me croient, mais... Ah bon, mais à 11 ans, on peut violer ? Ouais, à 11 ans, on peut violer. T'as même des agresseurs encore plus jeunes que ça. Alors évidemment, c'est pas la norme, mais oui, ils sont en mesure de le faire. J'allais dire, ça questionne aussi sur l'histoire de l'agresseur. C'est-à-dire que pour qu'un enfant... et ce genre de démarche, c'est sûrement, si on remontait l'histoire, qu'il y aurait des choses à dire, ce qui n'excuse rien, mais... Alors, je suis allée chercher un peu de stats là-dessus. Comme tu demandes toujours un chiffre à quelqu'un, j'ai plusieurs chiffres, je me suis dit que c'était... Je vois que tu as fait ça de façon extrêmement didactique et précise. Je me suis dit que c'était important de le souligner. Alors, c'est marrant parce que comme il y a très peu de recherches encore là-dessus, t'as pas beaucoup de chiffres et puis, pas ils se contredisent, mais tu vois que ça augmente au fur et à mesure. En fait, je pense que les gens commencent à parler des violences sexuelles de mineurs sur mineurs. Et donc, déjà, sur les colosses au pied d'argile, ils ont pris un rapport du Sénat qui date de 2022 et il y a une augmentation de quasiment 60% des violences sexuelles de mineurs sur mineurs entre 2016 et 2021. Alors j'ose croire que c'est pas véritablement qu'une augmentation du phénomène, mais que c'est davantage une augmentation de la prise de parole. J'espère que c'est ça en tout cas. Ça c'est mon interprétation. En tout cas pour dire que c'est un vrai sujet qui n'est pas dit, qui n'est pas évoqué et qui est assez parlant. Aujourd'hui, sur 100 auteurs d'infractions sexuelles sur mineurs, un quart est mineur. Déjà, en termes de justice, en termes de condamnation. Donc c'est énorme. Pour reprendre ton point, donc ça par exemple c'est Infostat Justice du 25 juillet 2024. Je veux dire c'est des chiffres d'hier quoi. Et pour revenir sur ta question de l'agresseur agressé, il y a plusieurs éléments intéressants. Déjà, la plupart des victimes des mineurs sont mineures elles-mêmes, 93%. Donc, ce que ça veut dire, c'est quand même, il faut faire attention. Je ne dis pas que c'est partout, c'est juste de prêter une vigilance aux gamins entre eux. Bien sûr. Les victimes sont à 75% des filles, évidemment. Et là, tu vas commencer à le voir venir. Bon, un tiers des victimes mineures ont moins de 10 ans. Moi, je suis là-dedans, j'ai repris les stats qui me concernaient. Et ensuite, tu as 92% des auteurs qui sont garçons. Et moi, par rapport à ta question sur, en fait, l'agresseur agressé, moi, je suis agressée, mais je ne suis pas devenue agresseur. Absolument. Et ça, c'est une vraie question pour moi. La petite fille, elle agresse pas, elle est dans le déni et elle s'adapte. Là où le petit garçon agressé devient beaucoup plus agresseur. Et alors ça tient qu'à moi, et j'ai pas de statistiques pour le prouver, mais quand même pour moi le patriarcat passe par là, une fois de plus, la petite fille, on lui a déjà appris tellement bien à 7 ans à fermer sa bouche que
J'ai bien fermé ma bouche comme il faut. J'ai bien fait mon déni comme il faut dès le départ, quoi. Et ça, je veux plus, quoi. Tu penses que cette double peine, cette violence, que tu t'es infligée aussi, t'es d'accord avec ça ? Est-ce que tu penses que le déni, c'est une violence qu'on s'inflige? Alors oui et non, c'est-à-dire que c'est quand même un mécanisme psychologique de survie sur le court terme. Donc, sur le court terme, c'est intéressant ouais, que tu le précises. C'est pour ça. Donc, sur le court terme, j'avais pas le choix. Ça a été ma seule manière de le gérer. Évidemment, c'était pas conscientisé de toute façon. Je le dis avec le recul aujourd'hui. Et puis le deuxième déni aussi. Après, en effet, sur le long terme, c'est dévastateur. C'est dévastateur. Parce que les impacts dans ta vie ensuite d'adolescente, d'adulte, évidemment qu'il y en a 1000. Je voudrais juste, avant de passer sur autre chose quand même, sur l'âge de 7 ans et sur le fait de parler, et je pense que moi, ça m'a beaucoup révoltée. Quand ma nièce a eu 7 ans, moi, j'ai réussi à parler à ma sœur 30 minutes après les 7 ans de ma nièce. J'ai attendu que la fin de la journée d'anniversaire de ma nièce se passe pour qu'elle garde ça. Je voulais pas voler ça. Et ensuite, à minuit 30, j'ai dit à ma sœur, faut que je te dise quelque chose. Je pense que ma nièce, merci, à elle le sait pas, a été un déclencheur énorme pour moi pour en parler en famille. Parce que probablement, tu as de la projection et de te dire, je veux évidemment pas que ça arrive à mes 2 nièces en l'occurrence. Et sur l'agresseur-agressé, tu as une stat de aujourd'hui, c'est 30% des agresseurs des agressés qui deviennent agresseurs. Mais moi, je suis sûre que c'est sous-estimé. Mais ça, c'est très personnel et j'ai pas de stats. En tout cas, la stat officielle, c'est ça. Et c'est l'INSERM qui dit ça. Et donc, sur les impacts adultes, si j'avais eu la conscience d'avoir été violée enfant, j'aurais pas vécu comme un objet mon début de vie d'adulte. Ça veut dire quoi, vivre comme un objet ? Alors, là, il y a aussi, parce qu'il y a le recul sur le sujet, c'est que quand tu es violée, tu es un objet. Donc, après, tu te comportes comme ça. En tout cas, c'est un des aspects aussi, notamment quand tu as été enfant. Donc, moi, je me suis retrouvée un jour à regarder des gens. Alors, moi, je suis assez grande gueule en plus. Je prends de l'espace, je suis quelqu'un d'hyper extraverti, j'ai pas peur, tu vois, de prendre de la place, de prendre de l'espace, mais peut-être aussi c'est une manière de reconnaissance, de aimez-moi, tu vois. Et donc voilà, tu vois, donc la fille, tout le monde soupçonne pas que t'as zéro confiance en toi, parce qu'un des impacts des violences sexuelles mineures notamment, c'est ta confiance en toi, ton estime, tout ça est détruit, tout ça n'existe pas. Et moi, c'était un tel point, un jour, je vois dans la rue se faire la bise. C'est en 2015, j'ai 29 ans, et je les vois se faire la bise, et je me dis, oh là là, ils se font vraiment trop bien la bise, quoi. Vraiment, mais moi, je sais pas faire la bise aussi bien qu'eux, quoi. Faut vraiment que je m'entraîne à les regarder pour faire bien la bise comme eux, parce que toi, tu sais pas faire ça. Et là, je me suis regardée, je me suis dit, tu vas trop loin. Là, ça a été mon déclencheur pour moi. J'ai dit, tu peux pas, Marlène, en fait. Tu peux pas, je veux dire, j'ai un bac plus 5, tu vois, t'as des trucs qui voilà, tu peux pas manquer de cette confiance en toi à ce point-là, tellement que tu te dis que les autres savent mieux faire la bise que toi et que tu dois les étudier pour reproduire, parce que toi, tu sais pas bien faire, quoi. Modéliser leur comportement, parce que finalement, tu sais pas à quoi ça ressemble quand c'est instinctif et si c'est juste. Exactement. Et là, je me suis dit, mais là, j'ai un truc vertigineux qui s'ouvre en dessous de moi. Et je me dis, mais en fait, tu sais pas qui tu es. Et t'as 29 ans, t'as fait des choix déjà dans ta vie d'adulte. Donc, à ce moment-là, je conscientise pas que c'est le viol. Le viol arrive, la révélation du viol arrive 3 ans plus tard. Alors, en plus, je l'appelle le viol, mais il y a eu plusieurs épisodes, mais j'ai l'habitude de l'appeler le viol, je sais pas pourquoi. Et à ce moment-là, je ne conscientise pas que c'est ça, mais je me dis, tu as déjà fait donc, des choix d'adulte dans ta vie, des choix d'études, des choix de travail, des choix de voyage, tu vois, j'en sais rien, etc. Mais en fait, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais même pas comment tu as envie de faire la bise à quelqu'un.
Et là, ça a été vertigineux, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux ? Je ne m'étais jamais posé la question. Je ne me l'étais pas posée, parce que de toute façon, un objet, il n'a pas besoin de savoir ce qu'il veut. Tu veux dire que tu t'étais jamais posé la question de ce que tu voulais vivre dans ta vie ? Ah non, mais, mais même pas de ce que je voulais vivre. Est-ce que je préfère le vin rouge ou le vin blanc ? C'était sur les moindres petites questions. J'étais dans un mimétisme avec les autres autour de moi qui était abyssal. Et j'ai dû, j'ai la voix qui est partie. Et j'ai dû réfléchir à chaque chose dans ma vie. En me disant, mais ça, est-ce que tu en as vraiment envie ? Ça, est-ce que ça te plaît vraiment ? Ça, est-ce que tu veux ou pas ? En fait, je savais pas. C'était un apprentissage. En fait, j'ai le droit d'être là, alors que j'ai des parents qui m'ont donné une estime de moi, quand même. Et ça m'a sauvée. Moi, j'étais entourée d'amour, une famille extrêmement bienveillante, vraiment soutenante. Donc ça m'a sauvée. Dans le fait d'aller bien dans ma vie. Ça a été un socle essentiel pour arriver à m'en sortir de tout ça. Et, j'ai un environnement très très sain. J'ai une sœur aussi, très saine et pleine d'amour. Et vraiment, tout ça m'a beaucoup aidée à me créer aussi un socle amical extrêmement sain, bienveillant, qui est là depuis très longtemps, etc. Et tout ça m'a beaucoup aidée à m'en sortir. Et je comprends que quand tu n'as pas ça autour de toi, tu te retrouves avec des mecs manipulateurs, pervers, narcissiques, tu les appelles comme tu veux, hein, mais en tout cas des mecs pas cool et qui font de toi ce qu'ils veulent. Et c'est évidemment ce qui m'est arrivé. Évidemment, j'ai aussi sombré là-dedans, puisque t'es qu'un objet, donc le mec te traite comme... voilà. Et je m'en suis sortie de cette relation horrible parce qu'il a commencé à vouloir m'isoler de ma famille et de mes amis. Et là, par contre, moi, tu peux me détruire, mec, vas-y, je sers à rien, je suis nulle, machin. Mais par contre, non, mes potes, ma famille, tu touches même pas 2 secondes. Et là, ça m'a sorti du truc. Quel conseil tu donnerais à une jeune fille ? C'est quoi jeune fille ? C'est quel âge ? À partir de... Même à une enfant ? Tu vois ? Parce que elle est intéressante, cette question de l'âge. Parce que, tu vois, d'un point de vue juridique, moi, je suis pas du tout d'accord avec la définition. En gros, dans la loi, ils te disent que quand tu as moins de 13 ans, il n'y a pas de discernement quand tu es agresseur. Ah bon, d'accord, ok. Alors, moi, je dis pas qu'il était conscient de l'impact de ce que ça allait générer chez moi en tant que victime. Par contre, il savait que ce qu'il faisait, c'était pas bien. Parce qu'il a tout fait pour qu'on soit caché. Il n'y a pas de discernement aux yeux de la loi avant 13 ans. Ouais. Donc, tu peux pas être condamné, je crois, à de la prison ferme et tout. C'est ça que ça entraîne. Ouais. Par contre, moi, je pense que, ok, pas de discernement, mais tu sais que ce que tu fais, c'est pas bien. Moi, il le sait. On se cache, il me fait jouer au papa à la maman à 11 ans. Tu joues plus au papa à la maman à 11 ans, en fait. Tu vois, ça, c'est un grand classique, en fait. Je le savais pas, mais c'est un très grand classique. Donc, tu as ça. Ensuite, dans la loi aussi, ils te disent... Parce que le viol, c'est censé être contrainte, violence, surprise ou par menace. Évidemment, quand tu as 7 ans, que c'est un mec qui est comme ton cousin, qui a 4 ans de plus que toi, l'âge de ma sœur, c'est comme un cousin. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de menace, il n'y a pas tout ça. C'est très très rare en fait qu'il y ait tout ça. Et donc pour caractériser la contrainte, ils estiment que quand tu as un écart d'âge de 5 ans, et ben du coup c'est ça qui fait la contrainte. Donc quand c'est 4 ans... Voilà, du coup moi j'ai 4 ans, tu me mets où là-dedans? Parce que tu as une ascendance en fait. Donc ok, donc moi je rentre pas dans les cadres. Et puis aussi quand c'est avant 6 ans. C'est sûr qu'avant 6 ans, c'est un viol et tout, mais moi j'ai 7 ans. Du coup, je suis pas dedans. Donc, je comprends bien que la loi doit se positionner, mais bon, il y a encore du boulot. Et évidemment que la loi ne définit pas, du coup, la réalité vécue, en fait. Donc l'âge... parce que tu vois, dans ce que dit aussi Marie Romero dans son article, c'est que ce qui est très difficile à prouver, c'est quand ils ont à peu près le même âge. Quand tu as tous les deux 11 ans, qu'est-ce qui te différencie du jeu d'enfant, du viol ?
Et là, franchement, pour ces personnes qui vivent ça, moi, j'y ai souvent pensé. Je me suis dit, les pauvres, pour leur reconnaissance de ce qui leur est arrivé, de leur situation, c'est terrible. Donc, quelque part, moi, j'ai cette chance, qui est 4 ans. Bon, tu vois, quand même, on peut quand même considérer que c'est de la contrainte. Moi, d'un point de vue psychologique, c'est de l'inceste, ce que j'ai vécu. Alors non, c'est pas mon cousin, non, c'est pas mon frère, j'ai pas de frère, mais c'est quelqu'un qu'on voit depuis toujours et qui est un peu comme mon cousin, tu vois. Donc au sens psychologique, c'en est un, pas au sens de la loi. En tout cas, le vécu, pour moi, me semble être ce qui est le plus important. Et donc, cet âge cette question de l'âge, elle est vraiment intéressante. Et évidemment qu'à des enfants de 7 ans, je dis rien. Par contre, je parle à leurs parents. Et moi, je me suis dit, depuis que j'arrive à en parler, parce qu'aujourd'hui, j'arrive à en parler sans difficulté aucune. Si, non, mais je vais avoir des difficultés à te décrire. Je le ferai pas, tu vois. Je le ferai jamais. Ça, c'est trop difficile pour moi. Mais par contre, de parler de cette expérience, j'allais dire, je peux le faire. Et plutôt donc en parler aux parents, qui est cette prise de conscience juste. Et oui, ce que je voulais dire, pardon, c'est que si tu me parlais d'un accident de voiture et que j'en avais vécu un, je te dirais, ah bah oui, moi aussi, ça m'est arrivé. Et maintenant, je considère que chaque situation, que je suis avec un inconnu ou avec quelqu'un que je connais bien ou quoi, chaque situation où je me dis, bah tiens, je parlerai bien de mon viol puisque ça s'y prête, je le fais. Alors, j'amène ça tranquillement quand même. Je dis, ah oui, c'est comme moi quand je me suis fait violer. Non, je le dis pas comme ça. Pardon. J'amène les choses en disant, ah bah, tu sais, moi, j'ai un trauma, j'ai été victime de violence. Tu commences à le voir venir, c'était quand j'étais enfant. Voilà, c'est des violences. Donc voilà, je l'amène un peu plus comme ça. Donc voilà, donc j'en parle avec les parents pour qu'il y ait cette prise de conscience, pas pour faire flipper et dire que c'est partout autour de toi parce que c'est pas le cas, mais que c'est des choses qui peuvent exister, qui peuvent arriver et dont on parle pas. Et que, voilà. Et après, j'en parlerai un jour à mes nièces, mais voilà, il faudra le faire aussi. Je pense que c'est compliqué d'en parler. Non, j'ai une réponse aussi, en fait. C'est que j'ai toujours fait très attention au consentement d'un enfant. Faut leur apprendre ce que c'est que les délimitations de leur corps. Absolument. Donc on va leur dire, s'il y a quelqu'un qui te touche à la nénette, faut le dire, c'est pas bien. Oui, mais c'est pas que ça, le consentement. Évidemment que c'est ça, mais pas que. C'est aussi, t'as pas envie de me faire la bise pour me dire bonjour, c'est pas grave. Fais-moi un coucou de loin. Et ça, c'est respecter le corps de l'enfant. Tu veux pas coller ta joue à la mienne, mais moi aussi au taf, en fait, il y a des gens, j'ai pas envie de coller ma joue à la leur. Et du coup, je dis bonjour de loin. Pourquoi les enfants seraient pas autorisés à ça ? J'ai des hauts le cœur quand on oblige un enfant à faire un bisou qu'il n'a pas envie de donner, quoi. Pareil. Je pense qu'effectivement, c'est un apprentissage qui doit commencer très très tôt. Le respect de son propre corps, même vis-à-vis du parent, j'allais dire. Mais oui. Moi, j'ai 2 petites filles. Je leur dis souvent, vous n'avez pas d'obligation de me faire des câlins. Vous le faites uniquement si vous en avez envie et sous la forme qui est juste pour vous. Et même pour faire plaisir, en fait. Non. Parce que c'est quelque chose qui vous appartient et qui est important pour tout le reste de votre vie. Donc, après, j'observe que les enfants, entre eux, dans ce qu'on me raconte, dans ce qu'elles me partagent, c'est quelque chose qui n'est pas très, très clair. Assez tôt, d'ailleurs. Ouais. Mais parce qu'entre eux aussi, bah, tu joues à cache-cache, tu machin, tu truc. T'es toujours un peu, quand t'es gamin, tu joues au loup, etc. C'est pas évident, quoi, même de te poser la question, est-ce que je suis d'accord, pas d'accord, en fait, avec ça. Absolument. Donc, c'est un point important de l'éducation. Ah ouais. Et justement, je voulais te poser la question. En ce moment, on parle beaucoup de l'éducation sexuelle à l'école. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi ? Alors, c'est quoi qu'on appelle l'éducation sexuelle ? Bon, j'ai pas d'enfant, tu vois, je suis pas très au fait de ce qu'on entend. Bah, finalement, si j'ai bien compris, à la rentrée prochaine, donc vers septembre 2025, il y a une éducation sexuelle qui va être faite au sein des écoles. Je crois que c'est à partir de la primaire. Je ne vais pas dire de bêtises, je ne suis pas certaine de ça, mais qui évoque plusieurs
plusieurs volets, c'est-à-dire du rapport au corps, au rapport au consentement, mais aussi à des actes qui sont en lien avec la sexualité. Parce que c'est ça, en fait, l'enjeu, parce que tu as la sexualité et tu as la déviance. C'est pour ça que je te pose la question, ce qu'on met derrière l'éducation sexuelle. Pour moi, ce qui m'est arrivé, c'est pas de la sexualité. D'accord. L'autre fois, je parlais avec quelqu'un, et, pardon, je fais un aparté, mais je suis un peu stressée parce que je trouve que la prise de parole, elle est importante. Enfin, moi, quand j'écoute les podcasts des autres, j'accorde beaucoup d'attention à la parole de l'autre. Et j'ai tellement peur de dire des bêtises et de mal parler, de mal porter le sujet et tout, que je suis un peu crispée. Et en même temps, on est d'accord qu'on en a parlé avant. Vox Feminarum, c'est un podcast qui a, j'allais dire, pour seule et première volonté de laisser la parole aux femmes dans leur vérité. Nous n'avons pas à être ambassadrices de quoi que ce soit. Oui, c'est ça, c'est ma vérité. Nous avons juste des voix à partager et chacun et chacune prendra dans ce podcast ce qu'il a envie de prendre. Mais il y a zéro pression. Et ça, c'est important. Donc, merci. Je te mets à l'aise. Pardon, du coup, tu es ici chez toi. Merci. Oui, je te disais sur la déviance et la sexualité. Parce que, je sais plus, la semaine dernière, quelqu'un me disait moi, je connais quelqu'un, elle a été violée à 14 ans. Tu te rends compte, sa première fois, c'est un viol. Ah non, c'est pas sa première fois, ça. C'est pas de la sexualité. Ça n'a rien à voir. Elle s'est fait violer et ensuite, elle a eu sa première fois. Pas la même chose. Alors oui, peut-être que son hymen, tu vois, tout ça, d'un point de vue biologique, mais non. Mais symboliquement, quand on choisit d'offrir son corps et de partager son corps ou un moment d'intimité avec quelqu'un, c'est là que commence la sexualité. Voilà. Mais moi... Quand c'est le fruit d'une décision. Moi, j'ai pas choisi, tu vois. C'est pas de la sexualité. J'ai été violée. Ma première fois, c'était pas à 7 ans. Hors de question. Donc... Bien sûr. Donc, de toute façon, évidemment, l'éducation sexuelle, puisqu'on en a encore besoin, puisqu'il y a encore des agresseurs, évidemment, il faut apprendre, parce que je pense pas que ce soit dans tous les foyers qu'on apprenne les limites de ton corps en tant qu'enfant. Tu vois, même pour prendre les douches, pour prendre tout ça, est-ce que c'est important de demander à l'enfant, est-ce que c'est OK pour toi, est-ce que tu veux que je t'aide, ou est-ce que c'est toi qui fais tu vois, même quand je dois toucher le dos, parce que pour lui laver le dos à ma nièce, est-ce que c'est OK que je touche ton dos, parce que c'est derrière, elle voit pas ce que je fais. Et c'est pas grand-chose, en fait, et ça me demande même pas d'effort, en plus, de le faire. Ah, mais je partage complètement, parce que je sais qu'avque mes filles, c'est des questions que je pose. Et pourtant, je suis quand même leur mère. Donc, mais je considère que, précisément, parce que je suis leur mère, je dois leur montrer cet exemple de même quand c'est moi, vous avez besoin d'apprendre tous ces détails. C'est-à-dire que même quand tu as un médecin, même quand... Oui, c'est ça. Pour avoir eu le déplaisir, l'obligation de devoir aller à l'hôpital avec elle, de voir qu'un médecin, je pense aux médecins de Necker, qui sont, pour ceux qu'on a croisés, des gens formidables, qui disent à l'enfant et qui expliquent, je vais te faire ça, je vais te prendre le bras, je vais te toucher là. Et ils expliquent et ils prennent le temps d'expliquer. Je pense que c'est un très bon exemple et que c'est important parce que du coup, ça permet à l'enfant de se préparer et de comprendre ce qui se passe. Voilà. Mais quand on va chez la gynéco, c'est pareil, tu vois, c'est quand même un moment agréable pour personne. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Je vois pas du tout. Moi, ça reste un des ultimes traumas qui reste dans ma vie aujourd'hui, c'est que je supporte pas un corps étranger. En moi, tu as un spéculum, mettre un stérilet, mais c'est hors de question d'avoir un corps étranger en moi en permanence, laisse tomber, inenvisageable. Et donc, moi, la gynéco, elle sait ce qui m'est arrivé. Et donc, tu sais, parfois, tu as des gynécos aussi qui te demandent de te mettre toute nue pour tout l'examen. Oui, tout à fait. Non, mais moi, j'enlève le haut. Puis après, je vais remettre le haut. Puis après, j'enlève le bas. Et puis, on fait étape par étape. Et puis ensuite, je lui demande de tout me décrire. Je pleure à chaque fois. Mais voilà. Et elle prend le plus petit spéculum, etc., etc. Mais
voilà, il y a des restes de ça. Mais c'est vrai que la partie médicale, là-dessus, moi, j'ai du mal avec les médecins hommes. Alors que ce qui m'est arrivé n'a rien à voir avec un médecin homme. Oui, clairement. Mais j'ai beaucoup de mal. Bon, voilà. C'est un impact gérable. Après, j'ai envie de dire, c'est ta sensibilité aussi, et c'est important de s'écouter. Je veux dire, on ne va pas se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Voilà, ça me paraît très écologique. Du coup, si là, tu avais une baguette magique, c'est quoi la première chose que tu mets en place? C'est une question que tu poses dans tous tes podcasts aussi. Attends, je ne l'avais pas préparée. Mais justement, l'effet de surprise fait que c'est quoi la première image qui te vient? Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais? C'est réaliste ou c'est pas réaliste? Ah, c'est réaliste. Non, mais je veux dire quelque chose que je pourrais vraiment faire. Ok. C'est, tu vois, il y a la Civise. Je sais pas si je vais bien répondre. Ouais, la Civise, donc une commission qui existe, je crois, depuis 2021, 2022, un truc comme ça, fin 2020. Ouais, 21, je crois, c'est ça. Et qui invite les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles enfants à venir témoigner. Ça y est, enfin, je me dis un champ d'expression quelque part. C'est notamment Édouard Durand, qui est ancien juge, qui a accompagné ça. Alors, ce serait vraiment donner les moyens à cette commission qui a compris quels étaient nos enjeux de mettre en œuvre tout ce qui est proposé. Parce que l'idée, c'était soit à travers un questionnaire en ligne, soit à travers un échange téléphonique, soit à travers une venue en présentiel dans des réunions qui recueillent des témoignages, qu'on peut exprimer ce qui nous est arrivé. Ou alors, tu peux tout faire aussi. Hein, et moi, j'avais fait par téléphone, et je suis également allée en réunion témoigner. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien déjà d'exprimer ce qui m'était arrivé. Et j'ai trouvé que c'était absolument fabuleux d'avoir un endroit d'expression avec plein d'autres gens autour de moi qui n'étaient pas dans le jugement. Et on peut déposer quelque part et les gens ont besoin d'en parler. Et ces lieux d'expression, mais c'est d'un précieux. Et ça semble évident à dire. En fait, tu sais, tout ce que je vais te dire, je ne vais pas réinventer ce qui existe déjà. Hein. Tout existe déjà, c'est juste qu'il faut donner les moyens aux associations, à la loi d'évoluer, aux associations de mettre en place leurs actions. Et voilà, et tout ce qui a été proposé, alors je ne connais pas assez précisément, mais ils ont fait un guide avec des recommandations, etc. Tout ce qui est recommandé est absolument parfait. Et c'est la mise en œuvre de ces préconisations, en fait. Issus de la Civise, pour moi, voilà, si on doit faire quelque chose de réaliste. Tu donnerais plus de force à la Civise et à leur message. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, on a dit, c'est bien ce qu'ils font, on les a bien écoutés. Hein. Puis, comme d'hab, après, on a dit, on va arrêter la Civise, hein, maintenant que il y a 30 000 personnes qui ont parlé, tu vois, ça suffit. Non, en fait, c'est... Du coup, elle se sent comment, la citoyenne que tu es? Là, ça devient politique. Elle se sent comment? Je sais même pas quoi te répondre. Est-ce que déjà la République, ça te parle? Quand on parle de République, est-ce que tu as le sentiment que c'est un groupe auquel tu appartiens? Alors, au regard de ce qui m'est arrivé, si je ne parle qu'au travers de cet aspect-là, non, évidemment non, parce qu'on n'a pas encore ce champ d'expression quand tu es quelqu'un qui a été violé. Il y a tellement de remises en cause de la parole des gens. Moi, j'ai cette chance inouïe depuis 7 ans que je prends la parole. Mais je veux dire, c'est la première fois que je la prends vraiment... Enfin, c'est la deuxième fois après la Civise que je la prends de manière un peu plus publique. Jamais personne n'a remis en cause ma parole. Mais combien de filles ont été exclues de leur famille pour ça? Combien de filles on a dit « Oui, c'est vrai, t'as raison, mais on va rien faire parce que c'est ton cousin. Non, mais t'inquiète pas. » Combien de filles tout ça. Donc non, on est encore là-dedans. On est encore... regarde tout ce qu'elles se prennent. Les Judith Godrèche, les Adèle Haenel. Elles sont incroyables. Elles sont fabuleuses. Vanessa
Vanessa Springora, elles sont... Non mais merci à elles, quoi. Franchement, Merci. elles ont amené vraiment sur la scène médiatique. Tu vois, et maintenant, enfin, au César, si t'as des casseroles au cul d'agression sexuelle, t'as pas le droit d'être nommée. Adèle Haenel, quand elle s'est dit je me lève et je me casse, elle s'est pris mais un torrent de boue, pour pas dire 1000 fois pire, quoi. Enfin, alors qu'en vérité, ce qu'elle a dit là... Pardon. Je voulais pas te couper, mais ce qu'elle a dit là, on se lève on se casse, j'allais dire, c'est ce qu'on devrait toutes faire quand on sait qu'on est face à des gens qui ont des choses à se reprocher, parce qu'en vérité, quand on est impeccable, et quand je dis impeccable, on s'entend, c'est-à-dire il n'y a pas d'histoire d'agression sexuelle, il n'y a pas de cadavre dans le placard, on est à l'aise avec le sujet, en fait. Exactement. Donc, oui, elles ont été très, très courageuses. Donc moi... pour répondre à ta question, j'ai pas l'impression de faire société, non, sur mon sujet. C'est-à-dire que celles qui sont concernées, on se reconnaît. Après, t'as, du coup, tes potes, ils se disent ah ouais, ça arrive à quelqu'un que je connais. Donc voilà, mais en fait, t'es là, tu prends ton bâton de pèlerin et on en est encore là à essayer de convaincre les foules. Et quand les députés doivent voter des lois, y en a, j'avais entendu, pour l'âge du consentement. Y a plein de députés qui voulaient pas voter que si t'avais pas 15 ans, t'es pas considéré comme consentant. Ah oui, non, c'était aussi les droits à l'IVG. Tu sais, de l'inscrire dans la Constitution. T'as plein de mecs, c'est leur femme ou leur gamine qui leur a dit si tu voles pas l'autorisation que ça apparaisse dans la Constitution, eh ben je te parle plus. Franchement, t'es obligé d'avoir une pression familiale. Donc vraiment, familial, mais d'être dans un truc extrêmement proche pour pouvoir avoir un minimum de conscience. Enfin, on en est encore là, tu vois. C'est personne par personne, c'est bribe par bribe, bout par bout. Non, on n'a pas encore acquis rien. Regarde, on reste encore. Les filles, c'est celles qui sont le plus violées. Par rapport aux garçons, je dis pas qu'il n'y a pas de petits garçons ou d'hommes, et voilà. Mais en tout cas, d'un point de vue systémique, c'est beaucoup les femmes et les filles qui prennent cher. C'est fatigant, quoi. Et une fois de plus, on ne devient pas les agresseurs, quoi. Ça me met vachement en colère, quoi. De ce qu'on inculque déjà quand t'as 7 ans, quand t'as 11 ans, de ce qui est déjà intégré, quoi. C'est presque de l'inné, ça devient presque de l'inné, alors que tout ça n'est que de l'acquis. Je ne sais pas si j'ai été très claire. C'est très très clair. Et du coup, ça me donne envie de te poser la question, qu'est-ce que pour toi la féminité ? Alors tu sais, je te disais tout à l'heure qu'à un moment, j'avais tellement été objet toute ma vie, je ne savais pas qui je voulais être, qui j'étais. Déjà, voilà, qui je voulais être et qui j'étais. Et il y a un truc qu'on nous a appris, à toi et à moi, de quelqu'un qu'on connaît et qu'on appelle entre nous la caresse de François. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai un thérapeute qui m'a passé la main comme ça, enfin un doigt, vraiment rien du tout, sur l'avant-bras, en faisant comme une caresse un peu. Et il me dit, t'en penses quoi ? Première fois qu'il me dit ça, c'était en 2015. Je fais, c'est gentil. Tu sais, il me dit non, c'est pas gentil. Ah bon ? Merci. J'en étais là. Et après, il m'a reposé plusieurs fois la question. Puis à chaque fois, en bon élève et en mimétisme, je me disais qu'est-ce qu'il m'avait dit que je devais répondre la première fois, ou que la bonne réponse, c'est est-ce que t'aimes ou t'aimes pas ? Point barre. Est-ce qu'elle est douce ou pas, cette caresse ? Exactement. Est-ce qu'elle est juste ou pas ? Exactement. Est-ce qu'elle est douce ou pas, la caresse ? Ah bon Mais les fois d'après, j'étais obligée de me rappeler, de me dire attends, et évidemment je m'en souvenais pas puisque c'était pas intégré, c'était pas aligné, je savais pas, je restais l'objet. Et donc j'ai appris à faire pour chaque action de ma vie, pour le regard que je pose autour de moi, à me dire est-ce que la caresse est douce ? Et à y répondre instinctivement, c'est-à-dire que tu dois pas laisser ton intellect réagir, sinon là c'est foutu. Et donc maintenant je fais ça. Et donc ma féminité, mais comme le reste de ma vie, du coup, c'est ça. Et donc, en fait, j'ai pas de bonne réponse à te donner. Ma féminité, je me la pose pas comme ça, la question. Oui, je suis une femme, on me l'a rappelé dès 7 ans, que j'avais cet attribut féminin et que j'ai été violée pour ça. Mais en fait, c'est pas ça qui me définit. Ce qui me définit, maintenant, c'est moi. C'est ce que je choisis, moi. Et donc, c'est quand est-ce que la caresse, elle est douce ?
Et alors après, voilà. Je sais pas si c'est... Et après, c'est juste. Et après, c'est juste ou pas. Donc mon féminin, c'est les autres qui vont dire c'est mon féminin, il est féminin. Enfin, tu vois, je m'en fous en fait. C'est une question que tu te poses pas. Non. Ok. Non, je me la pose pas. Pas comme ça. Mais quand tu parles de la caresse et ton ressenti, dans le fait de revenir à soi, c'est déjà ça, moi, je pense, une ébauche de réponse de ce qu'est le féminin. C'est revenir à soi. Ne pas être à l'extérieur, mais déjà revenir à l'intérieur. Alors, moi, j'ai cette croyance qu'il y a quand même beaucoup d'acquis chez nous. Et j'ai aucun doute que le masculin a aussi cette capacité à revenir à lui. C'est juste qu'on lui a peut-être un peu moins appris. Nous, on nous a dit, la fille, tu vois, elle est dans les émotions. Une fille qui crie, elle est hystérique. Un mec qui crie, il s'impose, tu vois. Donc, non, pas du tout. En fait, c'est juste qu'on nous a pas appris à être pareil et tout ça. Mais je ne vois pas pourquoi, en termes de capacité. Je dis pas que les hommes et les femmes sont tout pareils. Évidemment qu'on a des différences. Mais sur la capacité à l'expression de l'émotion, je vois pas pourquoi on serait différent. C'est juste qu'on nous a pas appris. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est exaspérant de voir ce qu'on peut entendre dès qu'on ose se prononcer sur un sujet ou se positionner. Moi, j'ai eu le plaisir au cours de ma vie de me confronter souvent à ces réflexions. Gare à toi si tu parles. Voilà. Ouais. Parce que la sanction... Attention. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que finalement, peut-être qu'une partie de moi aime faire l'inverse de ce qu'on essaye de me faire faire. Je trouve intéressant de pouvoir prendre la parole et de s'autoriser à le faire, quelle que soit la façon, j'allais dire, dont c'est réceptionné. Mais en tout cas, de se dire que nous avons toutes et tous une légitimité à être là, et que si cette légitimité passe par le fait d'exprimer et de verbaliser des choses intimes ou qu'on considère peut-être importantes à partager. Et le partage, je sais que c'est une valeur qui nous est chère à toutes les deux. Il y a aussi dans ce partage et dans cette transmission dans le féminin qu'évoque Feminarum, ce besoin, j'allais dire, de passer le flambeau de la connaissance sur certains sujets, ou le bâton de la connaissance peut-être, ou flambeau, finalement c'est peut-être juste. Le bâton pour taper sur ceux qui ne vont pas dans notre sens, mais... Pour cheminer, alors voilà, le bâton on peut cheminer avec, on peut aussi potentiellement l'exercer à d'autres fins. Peut-être que le flambeau, celui qui apporte de la lumière et qui va éclairer, pour permettre aux autres femmes aussi d'avoir ce dont elles ont besoin. Non mais c'est ça, c'est que je peux aussi me permettre de me poser la question de est-ce que la caresse est douce ou pas pour moi en permanence, parce que, une fois de plus, j'ai un environnement sain, j'ai beaucoup d'amour autour de moi, j'ai pas de problème financier, j'ai un travail, j'ai quand même tout ça réuni qui fait que ça ne me met pas en fragilité pour gérer tout ça. Et donc, je peux me permettre de dire ma féminité, je la pense pas comme ça, enfin, tu vois, par rapport à ta question. Mais si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde et qu'on a besoin de nous réapproprier. Donc, il y a besoin de cette prise de parole. Il y a une inégalité phénoménale entre les hommes et les femmes, c'est une évidence. Et aujourd'hui, je l'aborde sous l'angle des violences sexuelles sur les enfants et sur les petites filles. Et donc, en effet, il y a besoin de cette transmission. C'est fatigant, en fait, d'en avoir encore besoin, en fait. Moi, c'est surtout ça. Je suis assez d'accord. Du coup, sur ton chemin, si tu devais me donner une femme qui t'a inspiré ou qui t'inspire? C'est dur. Absolument. Une femme qui m'a inspirée ou qui m'inspire, c'est qu'il n'y en a pas qu'une, évidemment. C'est dur de choisir. J'ai déjà parlé de toute façon, j'ai déjà cité des noms, et toutes les femmes que j'ai déjà citées m'inspirent et je les admire.
en fait, j'ai du mal à y répondre et à en choisir une. Parce qu'en fait, je trouve que toute prise de parole sur ce sujet-là m'inspire et j'admire. Parce que c'est du temps qu'on y consacre, parce que c'est pas facile d'en parler. Enfin, je trouve que toutes les prises de parole sur ce sujet-là, même sur... des fois, tu vois, c'est des choses pas très écoutées, pas très entendues, mais si c'est entendu par une personne, ça suffit d'avoir pris le temps. Bien sûr. Et donc, j'ai du mal à trancher là-dessus. Par contre, c'est plus la génération au-dessus de moi. Donc, ma maman, tu vois, évidemment, la mère, toujours. Ma maman chérie, adorée, qui, tu vois, vient d'un milieu où ça n'a pas du tout été des questions, des sujets. Pas du tout. Elle venait de la campagne, dormait à 3 dans les lits. Enfin, tu vois, c'était pas de la survie, mais c'était... voilà. Et pourtant, elle a réussi à développer cet esprit critique chez ses 2 filles. Et à faire qu'aujourd'hui, toi et moi, on prend la parole. Et donc, en fait, c'est la génération du dessus, même au-delà de ma mère. Merci, parce que je trouve qu'avec les millénaires de ce qu'on subit en termes de patriarcat et, en l'occurrence, d'agression sexuelle, enfin, ça y est, il y a des prises de parole. Enfin, ça y est, ça bouge un peu. Évidemment, pas assez vite. Évidemment, pas suffisamment. Évidemment, il faut toujours être en vigilance parce que tu gagnes un truc, on te reprend la moitié. Mais voilà, cette génération-là qui a quand même posé des bases de manière anonyme, où tu as une Simone Veil qui a fait évidemment des choses extraordinaires. Et donc, toute cette génération, tout ce collectif, en fait, qu'on fait des actions individuelles, même sans les conscientiser. Bien sûr. Qu'on fait des actions individuelles en les conscientisant, idem sur le collectif, etc. Ben, du coup, voilà, c'est plutôt ça, c'est plutôt ce mouvement. Et moi, j'aime cette notion de mouvement. Quand il y a mouvement, c'est pas mort, il y a de l'espoir. Il y a la vie, ouais, bien sûr. Bien sûr. Merci pour tes réponses, Marlène. Attends, je crois que j'ai encore des trucs à dire. Vas-y. Je peux. Vas-y. Non, si ça te dérange pas. Non, mais pas du tout. Ce que je veux dire, et c'est marrant parce qu'on en parlait 10 minutes avant le début du podcast, c'est que c'est pas non plus une fatalité d'être victime. J'ai été victime jusqu'à mes 32 ans, à n'en pas douter. Ma vie, en fait, s'est construite autour de ça, malgré moi, de manière très inconsciente. Et j'en ai été victime. Quand j'ai commencé à sortir tout ça, je suis devenue un peu une survivante. Et puis un jour, ma sœur, elle m'a dit « Mais tu sais, il n'y a pas que ça qui te définit. Oui, il y a eu ça, mais il n'y a pas que ça. » Et j'ai dit « Oui, c'est vrai. » Et oui, donc, je ne suis plus une victime, je suis plus une survivante. Moi, je suis vivante. Cette histoire, elle fait partie de plein de trucs qui me sont arrivés dans ma vie. C'est venu donner une teinte à ma vie que je n'ai pas choisie. Mais c'est quand même venu donner une teinte particulière. Mais on n'est pas... C'est ça que je veux dire aussi. On n'est pas obligé de subir pour toujours ça. Ça peut aussi... voilà, on peut arriver à s'en sortir et à ne vivre ça que comme un trauma. Ne pas s'enfermer. Ne pas s'enfermer là-dedans. Et je le dis parce que quand je suis allée témoigner à la Civis, tu vois, il n'y a pas eu du tout de témoignage comme le mien. Alors, ce que je comprends tout à fait, parce qu'on est encore dans une époque où on a besoin de dénoncer. On est encore dans une époque où on a besoin d'écouter. Et on n'est pas encore dans une époque où on va dire on en guérit. Parce que j'ai peur aussi que mon message soit trop tôt. C'est-à-dire que, tu vois, les gens mal intentionnés, ils vont dire « Bon, bah, tu vois, c'est bon, c'est bon. Elle est passée à autre chose, ça lui fait plus rien, son viol. » C'est évidemment pas ça que je veux dire. Et c'est évidemment comme ça que j'ai peur que les esprits malveillants l'utilisent. Non, mais c'est donner de l'espoir dans un autre sens. Oui, parce que tu t'adresses aux victimes, en fait. Ouais. À celles qui sont encore victimes aujourd'hui. Et c'est de dire on peut s'en sortir, on peut aussi en faire une force. Et c'est pas une obligation, par contre. C'est pas non plus une injonction. C'est OK, celles qui le vivent mal toute leur vie, parce que... Mais je comprends, c'est vachement difficile de s'en sortir. Et une fois de plus, j'ai eu beaucoup d'éléments dans ma vie. J'étais très chanceuse
d'avoir ces éléments très positifs réunis autour de moi qui m'ont permis de me sortir de ça. Et puis, si ça avait été autre chose qui m'était arrivé comme drame, je m'en serais peut-être pas sortie, tu vois, c'est aussi très, très personnel. Donc, il n'y a pas d'injonction non plus, c'est plutôt de l'espoir. C'est possible de faire avec, en fait. Alors, c'est très important ce que tu viens de dire, parce que je pense qu'effectivement, il y a plusieurs étapes dans le traumatisme, on le sait. Et la dernière étape, alors Boris Cyrulnik en a beaucoup parlé, il a parlé de la résilience, qui est finalement qu'est-ce qu'on fait de son trauma et qu'est-ce qu'on crée pour exprimer qui on est. Moi, j'aime bien cette idée de créativité, en fait, de formaliser dans la matière aussi peut-être, alors pas que, mais dans la matière, quelque chose qu'on a compris finalement. Du monde dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on évolue, de notre place en tant qu'humain. Et là où on est dans notre humanité. Et parce que j'ai accueilli beaucoup de témoignages comme le tien, que ce soit des témoignages de femmes ou d'hommes, j'ai toujours été extrêmement surprise de voir à quel point les victimes, n'avaient pas beaucoup d'espace d'expression, ce que tu disais tout à l'heure. Et je pense que c'est éminemment important de prendre le temps d'écouter. Parce que les gens pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Ouais. Parce que c'est un peu un lieu commun, mais c'est pourtant une vérité. Je pense que ça n'est pas de l'hypervigilance que de faire attention aux enfants. Et pas forcément à ces enfants, mais à tous les enfants qui nous entourent. Parce qu'il y a aussi beaucoup de monde et de gens qui ne font pas cette démarche d'aller chercher à l'intérieur d'eux les réponses dont ils ont besoin pour faire société correctement. J'allais dire en respectant l'altérité de l'autre. Et c'est peut-être aussi pour ça que ce volet sur les violences sexuelles me semblait important à aborder et à partager, parce que finalement, ce qui se dit et ce qui se partage entre amis ou dans les cabinets des thérapeutes n'est pas convenant à partager. Et c'est des sujets, je trouve, qu'on met bien vite sous le tapis. Je partage avec toi ton constat sur la Civise. J'espère que le juge Durand pourra reprendre la place légitime qui est la sienne. Je crois qu'il n'est plus juge. Non, du coup. Alors, il est plus juge et je crois qu'il travaille même plus à la Civise. Mais non, mais oui, il s'est fait sortir, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment... on ne sait pas quelle forme ça va prendre dans les prochains mois et on espère vraiment que nous aurons le plaisir de voir cet homme qui a beaucoup combattu et qui continue à combattre pour une cause on ne peut plus noble, reprendre sa juste place. Lui et toutes ses équipes, parce que c'est parce qu'il y a de très nombreuses personnes qui travaillent sur ces sujets. Dont Cécile Sarafis, je redonne encore son nom, mais on a eu le plaisir d'enregistrer plusieurs podcasts avec elle, et elle aborde ce prisme des violences sexuelles parce qu'elle a accueilli la parole de victimes et fait de la prévention pendant plus de 15 ans au planning familial. Donc c'est important pour moi de reparler d'elle et de savoir que aujourd'hui, il y a quand même une réalité quand on parle de la santé psychique. Pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller voir un thérapeute, il y a environ 6 mois d'attente dans les centres médico-psychologiques. Alors, c'est bien gentil de mettre en place des programmes où vous avez des séances prises en charge chez les psys, mais les psys n'ont plus de place non plus. Et puis 5 séances... Qu'est-ce qu'on fait avec 5 séances ? Moi, j'ai fait 10 ans de thérapie. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que je te pose la question, parce que les dommages collatéraux multiples... mais c'est coûteux à la société. Bien sûr. Mais on entend que... En vrai, tu as l'impression que c'est toujours l'unique prisme. Absolument. Par lequel tu arrives à rentrer en parlant argent. Bah ouais, je coûte cher à la sécurité sociale, mais 95% des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles auront la chance d'avoir des problèmes de santé mentale. Ah, tu m'étonnes. C'est un enjeu. Et quand je dis que ça peut aller mieux, c'est un travail de tous les jours.
C'est-à-dire que quand même, les impacts restent tous les jours aussi dans ta vie. Tu vois, tu disais, oui, l'hypervigilance pour les enfants, on n'est jamais trop vigilant, mais je vais à un mariage, je peux te dire que je check les gosses toute la soirée. Je suis là à regarder tout le monde, machin. T'as toujours un truc. Quand je parlais d'aller chez le gynéco, mais regarder des photos de moi enfant, c'est dur. Tu vois, c'est dur. Parce que je me dis, c'était déjà arrivé ou c'était pas encore arrivé? Là, t'étais encore sereine ou pas encore? Là, tu sais, t'as l'avant, l'après. Et en fait, ça t'arrive souvent de tomber sur des photos de toi enfant. Et moi, j'ai un mécanisme aussi. Déjà, j'ai un TOC. J'ai un problème d'intrusion. Tu m'étonnes. Et moi, quand je ferme la porte de chez moi, je dois aller vérifier une fenêtre chez moi, toujours la même, qu'elle est bien fermée. Je le sais intellectuellement qu'elle est bien fermée. Ça m'est arrivé de devoir le faire jusqu'à 7 fois, au pire de mes crises. 7 fois, tu fermes, tu rouvres. C'est pas avant que je ferme la porte, c'est pas je sais pas quoi, faut que je ferme, faut que je... Tu vois, t'as des trucs encore comme ça. Alors ça va, c'est pas trop envahissant, mais c'est chiant, quoi, tu vois. Puis ça te le rappelle, en fait. Il y a aussi le fait que je travaille dans un métier de soins, de care, en tout cas de prendre soin. Et ça, t'as des statistiques, je les connais plus là-dessus. T'as énormément de personnes victimes d'agressions sexuelles, de violences sexuelles, qui ont des métiers dans le soin, dans le prendre soin. À quel moment il est le choix? Tu vois, des fois, t'es un peu énervé quand même de te dire, en fait, est-ce que c'était un vrai choix ou pas? Alors après, j'essaye de me rappeler, est-ce que la caresse est douce ou pas? Et je me focalise là-dessus. Je me dis, après tout, c'est pas ça qui est important. Mais pendant longtemps, ça m'a énervée. J'ai aussi, par exemple, récemment découvert, mais je ne savais pas, que t'as plein de nanas comme moi, victimes de violences sexuelles, qui ont des problèmes pour avaler des médicaments. Ah, là aussi, ça vient se mettre là. Parce que moi, tu me fais avaler une pilule, j'ai besoin de 3 verres d'eau, de garder 15 ans l'eau dans la bouche avant d'arriver à avaler. Enfin, l'horreur. Et tu dis, mais là aussi, c'est venu se nicher, le trauma. Il vient jusque-là. Et donc, des fois, c'est un peu... tu vois. Mais... Ah si, j'ai aussi un autre truc. Quand je pense... tu vois, à quelque chose que je vais réfléchir dans ma tête. Je vais me dire, tiens, elle était de quelle couleur? J'en sais rien, je dis vraiment un truc. La voiture de ma mère, le toit. Et le fait de devoir faire appel à un souvenir, à une réflexion, le premier truc, la première réponse qui me vient, c'est « t'as été violée à 7 ans ». À chaque fois. Donc tous les jours, ça m'arrive plein de fois dans la journée. Puis je fais « allez, oui, ça je le sais, c'est bon ». Alors donc, la couleur de la voiture. Donc quand je dis « ça va aller », ça veut pas dire qu'on est pareil, hein, dans un monde parfait et tout. Ça reste présent. Mais c'est pas une douleur. C'est ça que je veux dire. Il ne faut pas faire semblant que ça n'ait pas arrivé. Enfin, en tout cas pour moi, que ça n'est pas arrivé. Mais on peut vivre avec et on peut vivre bien et ne pas être sans cesse dedans et y penser en permanence. Du coup. Le mot de la fin, ça serait quoi selon toi? C'était pas le mot de la fin, là, le truc d'avant. Marlène, je voulais te remercier pour ton témoignage précieux et tout ce qu'on a partagé. J'espère que ça pourra aider plein de gens. Et merci d'avoir fait partie de ces voix qui portent et qui actent. Merci, une fois de plus. Vraiment, à toi, ça me touche beaucoup qu'on ait pu évoquer ce sujet et que tu me fais confiance pour en parler. Et si ça peut aider même qu'une seule personne, ce sera déjà énorme. C'est OK. Merci beaucoup merci à toi. À bientôt. À bientôt. Vox Feminarum remercie chaleureusement la Cité Audacieuse, tiers-lieu féministe sous l'égide de la Fondation des femmes. Un grand merci à vous, mesdames, pour votre soutien.